Alors, la prévention liée à l'utilisation abusive par les cybercriminels des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est? Alors, pardon. Tout d'abord, pour pouvoir prévenir, il faut comprendre. Donc, on va commencer par comprendre les caractéristiques des crypto-monnaies pour prévenir les cyberattaques. Vous allez me dire encore la définition des crypto-monnaies de Bitcoin. Et oui, effectivement, il faut répéter plusieurs fois de manière différente pour bien comprendre. Alors, je vais répéter. Alors, que sont les crypto-monnaies ? Tout d'abord, il faut comprendre que les crypto-monnaies sont une nouvelle forme de devise qui ne correspondent pas à la définition traditionnelle de la monnaie. Donc, ce qui a posé beaucoup de problèmes, effectivement, pour les institutions parce qu'elles ne savaient pas où classer cette devise. Par ailleurs, il faut comprendre qu'on parle sans arrêt de crypto-monnaie, mais il n'existe pas à l'heure actuelle de définition commune de crypto-monnaie. Donc, sous ce qualificatif sont en réalité mises un certain nombre de techniques très différentes. Et la plus connue d'entre elles est Bitcoin. Donc, on va commencer par Bitcoin. Qu'est-ce que Bitcoin? Bitcoin, c'est premièrement comment il a été créé. Donc, lorsqu'Internet a été créé, la question d'envoyer de l'argent par ce biais s'est rapidement posée. Donc, je vous la pose. Si à l'heure actuelle, vous envoyez une photo, vous pouvez l'envoyer à tous les membres de la salle et vous gardez la photo. Si je fais la même chose avec de l'argent, ça veut dire que j'envoie de l'argent à tout le monde, mais que je garde en même temps l'argent. Donc, ça pose un problème. Ça veut dire que l'argent n'a plus de valeur. Et donc, comme je l'aurais envoyé à une centaine de personnes, donc ça pose aussi le problème de la double dépense. Donc, c'est-à-dire qu'en même moment, je dépense 2 fois la même somme. Donc, Bitcoin est la première crypto-monnaie qui relève avec succès le problème de la double dépense. Juste pour information, je vous précise que son créateur, Satoshi Nakamoto, reste jusqu'à présent inconnu. Donc, certains disent que c'est un seul individu, d'autres pensent que c'est un groupe d'individus. Alors, rentrons un peu plus précisément dans la technique. Qu'est-ce que Bitcoin? Alors, déjà, Bitcoin, il faut savoir que ça signifie 2 choses. Bitcoin avec un grand B, comme je vous l'ai signalé, c'est tout d'abord le protocole. C'est un système open source distribué. C'est cette fameuse blockchain qu'on appelle. Quand vous voyez Bitcoin avec un grand B, ça signifie la blockchain Bitcoin. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système est protégé par une consommation importante d'énergie, ce qui évite une prise de contrôle du système. Donc effectivement, on a souvent reproché à Bitcoin de consommer beaucoup d'énergie, mais sauf que les gens ne se rendent pas compte que c'est cette consommation d'énergie qui permet effectivement de protéger le système en entier. Ça évite effectivement ce qu'on appelle cette prise de contrôle, c'est l'attaque des 51%. Donc ça, c'est le protocole. Et à l'intérieur du protocole, on a Bitcoin avec un petit b, qui est la devise. Donc au total, on va avoir 21 millions de bitcoins qui sont émis par portion toutes les 10 minutes jusqu'à l'an 2140. Et comme le franc, la plus petite unité, c'est le centime. Bitcoin a aussi une plus petite unité, c'est le satoshi. Donc la plus petite unité de Bitcoin est un satoshi et un bitcoin est égal à 100 millions de satoshi. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de micro-paiements. Alors, maintenant, on va voir de plus près qu'est-ce qu'une transaction Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, je veux envoyer un Bitcoin à Marc? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, on a les mineurs. Donc, on a vu tout à l'heure avec Christophe cette notion de mineur. Ce sont des ordinateurs extrêmement puissants qui valident les transactions sur la blockchain et créent des Bitcoins. Alors, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que ces mineurs font des vérifications. Donc, il y a des vérifications qui existent et elles sont liées au système lui-même. La première vérification, c'est que, premièrement, vous êtes le propriétaire du Bitcoin. Et dans ce cadre-là, vous devez comprendre qu'avec Bitcoin, il n'y a pas de crédit. Vous ne pouvez pas payer des Bitcoins à crédit, ce n'est pas possible. Vous êtes propriétaire ou vous n'avez pas de Bitcoin. Donc, il n'y a pas de crédit. Donc, vous ne pouvez dépenser que l'argent que vous possédez dans la blockchain Bitcoin. Deuxièmement, autre point très important avec Bitcoin, c'est que vous n'envoyez qu'une seule fois votre Bitcoin. C'est-à-dire, il n'y a pas de double dépense. Et troisièmement, ce qui est extrêmement important, c'est que lorsque vous avez envoyé votre Bitcoin, vous ne le possédez plus. Contrairement à la photo que j'ai envoyée à tout le monde et que je possède encore. Une fois que vous l'avez envoyé sur la blockchain Bitcoin, vous ne le possédez plus.
Donc, la conséquence de quoi? C'est que la transaction ne peut pas être annulée. Une fois que c'est inscrit sur la blockchain Bitcoin, comme cela vous a été dit, c'est immuable et on ne peut pas annuler la transaction. Alors, les points importants à retenir sur Bitcoin, puisque pour pouvoir prévenir, il faut comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, Bitcoin, les transactions sur la blockchain sont publiques, c'est-à-dire que vous pouvez suivre les transactions. Donc, toute personne peut les consulter à l'aide d'un moteur de recherche Bitcoin, par exemple sur Blockchain Info, GoodChain, etc. Par exemple, et là c'est un point aussi pour voir si vous êtes victime d'une arnaque ou pas, c'est que si vous ne trouvez pas votre transaction sur la blockchain Bitcoin, c'est qu'elle n'a pas eu lieu et qu'il y a de forts risques que vous êtes victime d'une arnaque. Autre point important à retenir, il faut comprendre que Bitcoin est comme une banque. Bitcoin est comme une banque mondiale qui ne fait pas de crédit et qui n'est dirigée par personne. Donc, lorsque vous achetez des bitcoins, vous ne recevez pas des pièces, mais des lignes d'écriture. Donc, pour être propriétaire des bitcoins, vous devez avoir nécessairement, premièrement, votre clé publique, qui est l'équivalent du numéro de compte bancaire, et votre clé privée, qui est l'équivalent de votre code PIN, par exemple, lorsque vous utilisez votre carte de crédit. Et grâce à ces éléments, vous pouvez contacter votre banque Bitcoin et faire vos transactions. Alors, à côté de Bitcoin, se sont développés un certain nombre d'autres crypto-monnaies qu'on appelle altcoins. Voilà, donc ces autres crypto-monnaies parce que le protocole Bitcoin étant open source, chacun pouvait le reprendre et modifier ce qu'il voulait. Et donc ces autres crypto-monnaies ont plus ou moins repris le modèle de Bitcoin et chacune a développé des caractéristiques propres. Donc là, je vous donne 4 exemples montrant la variété des crypto-monnaies et qui vous montrent que finalement ce qui se cache sous ce terme entre guillemets de crypto-monnaie. Donc vous avez Litecoin, qui est la crypto-monnaie la plus proche de Bitcoin. Elle a été faite en 2011. Donc Litecoin, pareil, il y aura 84 millions de Litecoin et ça se termine en 2140. Et pour accélérer les transactions, on a une transaction toutes les 2 minutes et demie. Ensuite, on a Monero, dont on a beaucoup parlé. Alors, il faut comprendre aussi la philosophie de Monero. Pourquoi on a créé Monero? Au départ, lorsqu'on a créé Bitcoin, on pensait que ce serait un cash digital. Mais on s'est aperçu que non, Bitcoin, ça a plus une valeur un peu l'équivalent de l'or. Alors que Monero, lui, a été créé pour représenter comme une espèce, comme de l'espèce, mais de manière numérique. Si Bitcoin est une banque centrale, on a à côté une autre blockchain, qui est la blockchain Ethereum, et qui a pour crypto-monnaie l'Ether. Et cette blockchain, c'est une blockchain, on va dire que c'est un ordinateur mondial. L'idée de cette blockchain, c'est de faire des smart contracts, donc des logiciels qui s'auto-exécutent pour faire des transactions sur Internet. Et enfin, donc, les 3 blockchains qu'on voit là, ce sont des blockchains publiques. Voilà. C'est-à-dire chacun peut en faire. Enfin, je vous ai cité un dernier exemple qu'on appelle la Libra, qui est en réalité une crypto-monnaie qui n'existe pas encore et dont certains même contestent le terme de crypto-monnaie, puisqu'elle fait partie des blockchains privées, puisque ce sera un groupe, effectivement, l'association Libra, qui va créer ce jeton. Et l'idée, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'à terme, ils veulent effectivement que ça devienne une blockchain publique. Néanmoins, la Libra pose beaucoup de difficultés pour les régulateurs. Parce que, étant issue de Facebook, elle va s'adresser à 2,7 milliards de personnes, donc près d'un tiers de la population mondiale. Par ailleurs, la Libra, contrairement aux autres crypto-monnaies, est basée effectivement sur ce qu'on appelle une réserve de valeur qui, au départ, était censée être constituée de plein de monnaies existantes, par exemple l'euro, dollar, yen,
Et là, tout récemment, Mark Zuckerberg a été interrogé par le Sénat américain et il a dit que finalement, si jamais il devait faire la Libra, elle serait plutôt basée uniquement sur le dollar. Mais néanmoins, ça pose énormément de questions et ça pose beaucoup de problèmes. Donc voilà, rapidement, quelles étaient les autres crypto-monnaies, quels étaient Bitcoin. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que représentent ces crypto-monnaies, on va voir, ça va nous permettre de connaître les crimes et délits liés aux crypto-monnaies pour une meilleure prévention. Je vous les ai classés là encore en 4 grandes catégories. C'est 4 exemples. On va avoir les escroqueries, les crimes et délits liés au darknet, les piratages informatiques et les crypto-jacking. Alors, les crypto-monnaies et les escroqueries. Donc, le 6 octobre dernier, le site bitcoin.fr a répertorié 6359 escroqueries exploitant la renommée de Bitcoin et des crypto-monnaies. Dans un communiqué de presse du 17 septembre 2019, le parquet de Paris, l'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont alerté sur l'industrialisation du phénomène, c'est-à-dire l'industrialisation des escroqueries liées aux crypto-monnaies. Et ils ont présenté, dans ce cadre, le mode opératoire qu'on le retrouve généralement. Alors là, je tiens à vous avertir que ce mode opératoire de ces escroqueries, finalement, n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on leur vend des crypto-monnaies, mais ils n'ont jamais aucun contact avec les soi-disant crypto-monnaies. Donc on va voir de manière plus précise comment se passe ce mode opératoire. Alors, ce que nous disent ces autorités, c'est que des placements sur Bitcoin peuvent être proposés par des sites particulièrement bien documentés et présentant une apparence de sérieux. Oui, bien sûr, il faut bien appâter effectivement le chaland pour lui dire, voilà, nous on est sérieux, on va vous vendre des crypto-monnaies. Donc les investisseurs se connectent directement sur ces sites où sont démarchés par des messages ou des publicités ciblées reçues par divers canaux. Ces propositions proviennent d'interlocuteurs avec lesquels toutes les démarches sont effectuées en ligne, par Internet et par messagerie, puis par téléphone sur un numéro français, là je vous parle de l'exemple français, donc, ou en apparence français, sans rencontre physique. Donc là, c'est un premier point d'alerte. Aucune rencontre physique. Tout par téléphone, tout par Internet. Donc la victime est mise en relation avec un faux conseiller dont le discours manipulatoire mêle des informations avérées et mensongères, vise à crédibiliser sa société, sa démarche et à mettre en confiance son interlocuteur. Incité à effectuer un premier versement et rassuré par la rentabilité et la réalité de son investissement, la victime investira des sommes plus importantes qu'elle ne pourra récupérer. Donc là, il faut faire très attention au côté de la manipulation. Ce sont vraiment des experts. Ce sont des gens qui sont issus de la criminalité organisée, qui sont des experts en manipulation. Donc ne croyez pas que les victimes sont des victimes naïves. C'est vraiment, elles ont été victimes effectivement d'un savoir-faire extrêmement important en matière de criminalité. Donc ensuite, les produits proposés semblent d'autant plus fiables que les sites internet apparaissent très professionnels et que l'investisseur se voit ouvrir un compte personnel sur internet, lui permettant de suivre de manière individualisée et à grand renfort de statistiques présentées sous forme de courbes et de diagrammes, l'évolution de son placement. Donc là encore, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur Bitcoin et des crypto-monnaies ouvertes, des blockchains ouvertes? Normalement, n'importe qui peut suivre effectivement les achats qu'ils ont faits sur la blockchain. Ils n'ont pas besoin d'avoir un site spécialisé. Ils vont sur n'importe quel site et puis ils voient leurs transactions. Donc, dans tous les cas, ce premier placement sera présenté comme un succès. Mais au lieu d'empocher les gains, l'investisseur ainsi mis en confiance sera très fortement incité à effectuer de nouveaux placements pour des montants de plus en plus importants. Il reçoit à cette fin de nombreux appels téléphoniques très insistants de son interlocuteur et l'affirmation qu'il s'agit d'une opportunité courte à ne pas manquer, la hausse prochaine rendant les investissements différés intéressants.
Donc là, c'est un point important parce que les gens sont littéralement harcelés par téléphone. Ils reçoivent même des appels dans la nuit pour leur dire c'est maintenant ou jamais. Par ailleurs, au début, les investissements peuvent être entre 500, mais très vite, ils vont monter jusqu'à 2000. Et il y a des gens qui vont investir jusqu'à 100 000, 200 000 euros. Donc les sommes versées sur les comptes bancaires étrangers situés dans des pays proches de la France et appartenant même parfois à la zone euro, avant d'être systématiquement virées de nouveau vers d'autres pays beaucoup moins coopératifs sur le plan judiciaire. Donc par la suite, lorsque les investisseurs souhaitent récupérer tout ou partie des sommes qu'ils ont versées, il leur est demandé un nouveau versement correspondant à des frais divers, de garde, de douane, de déblocage, etc., ou même de remboursement de la TVA. Oui, il n'y a pas de petit profit. Quand la personne veut de l'argent, que vont faire les cybercriminels? Ils vont lui demander encore plus d'argent. Donc les pseudo-conseillers ne sont dès lors plus joignables au numéro de téléphone habituellement utilisé et les victimes n'ont plus accès à leur investissement, découvrant que leurs versements n'ont d'ailleurs jamais été investis en Bitcoin. Donc c'est ce que je disais, c'est des escroqueries qui font croire aux gens qu'ils achètent des Bitcoins, mais ils ont jamais acheté aucun Bitcoin. Donc, dans la plupart des cas, il sera pratiquement impossible de récupérer l'argent. Nombre de victimes sont démarchées une deuxième fois. Donc ça aussi, si vous êtes victime d'une cyberattaque ou autre, méfiez-vous parce que souvent, les criminels reviennent aussi une deuxième fois. Soit dans le but de leur faire croire qu'elles pourront recouvrer les sommes perdues et ainsi les amener à perdre davantage d'argent, soit leur faire croire qu'elles sont redevables d'autres sommes en raison des investissements déjà réalisés. Donc très rapidement, là je vais passer, mais juste parce que là j'ai un public finalement européen, donc là je donnais un exemple français. Juste en France, c'est plutôt des retraités qui sont touchés, mais il faut voir que c'est toutes les catégories socio-professionnelles qui sont touchées. Et les territoires en France qui sont le plus touchés par ce point-là, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ensuite, c'est l'Auvergne, Rhône-Alpes, l'Occitanie, puis l'Île-de-France. Donc là, c'était des escroqueries qui n'avaient rien à voir avec Bitcoin, mais qui se disaient qu'ils allaient vendre des Bitcoins. Maintenant, on va voir un autre point. Les crypto-monnaies et le darknet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les criminels ont très vite utilisé, vu les bénéfices des crypto-monnaies, ont très vite voulu les utiliser. Donc on a ainsi les sites Silk Road 2 et plus récemment Alphabet et ANSA sont des exemples notoires fermés par le FBI pour avoir vendu des milliers de produits illicites contre des bitcoins. Donc pour le grand public, l'utilisation illicite des crypto-monnaies dans le darknet se manifeste essentiellement par le blanchiment d'argent, l'achat de produits criminels et sert au réseau pédophile. En juin 2018, les polices espagnoles et autrichiennes ont démantelé, avec l'aide d'Europol, un réseau de trafiquants de drogue. À cette occasion, l'équivalent en valeur de plus de 4,5 millions d'euros a été saisi en Bitcoin, IOTA, qui est aussi une autre crypto-monnaie, entre guillemets, et Lumens. Là, je vous présente les crimes. Après, on va voir les solutions. Autre problème que rencontrent les crypto-monnaies, c'est le piratage informatique. Donc, les criminels reconnaissant la valeur financière des bitcoins ont très vite ciblé les sociétés de crypto-monnaies pour leur dérober leurs biens. Les sociétés licites du secteur ont été les premières victimes des cybercriminels, vols, déni de service. Donc ça, lorsqu'on parle du darknet ou autre, on ne parle jamais que les premières victimes, ce sont les sociétés licites qui sont dans le monde des crypto-monnaies. Donc, je vous donne juste rapidement quelques exemples. Par exemple, en 2014, il y a une attaque massive de déni de service a été lancée sur de nombreuses plateformes de change comme Mt. Gox, Bitstamp ou BTCE. Là, je parle en 2017, un pirate a exploité une vulnérabilité du portefeuille de crypto-monnaie Parity et a piraté l'équivalent de 32 millions de dollars. Et encore, tout récemment, au mois de juillet 2019, la plateforme Bitpoint, qui est une filiale de Remix Point, c'est une entreprise japonaise cotée en bourse, a annoncé avoir subi un vol de 3,5 milliards de yens, soit environ 29 millions de dollars. Donc ces exemples sont nombreux, ces sociétés ont payé un lourd tribut, mais elles ont beaucoup appris. Enfin, un autre crime que je voulais vous indiquer, c'est le cryptojacking.
Le cryptojacking est une technique qui vise à utiliser les ordinateurs de tiers pour miner sans permission des crypto-monnaies. De nos jours, le cryptojacking vise essentiellement le minage de Monero. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début en présentant Bitcoin, j'ai dit que pour miner du Bitcoin, il fallait des ordinateurs extrêmement puissants. Là, le cryptojacking, c'est l'ordinateur de presque monsieur et madame tout le monde. Donc, il n'a pas la même force, effectivement, pour miner du Bitcoin. Donc, si vous vouliez miner du Bitcoin avec les ordinateurs de monsieur et madame tout le monde, vous pourriez attendre 100 ans avant, effectivement, d'avoir vos premiers Bitcoins. Donc, deux techniques sont employées dans ce cadre. La première, c'est infecter la page d'un site légitime en y insérant un code malveillant afin que les ordinateurs des utilisateurs qui se connectent à cette page minent à l'insu de leur propriétaire du Monero tandis qu'ils naviguent sur cette page. Donc vous allez vous-même sur une page, vous ne vous rendez pas compte, pendant que vous visitez cette page, vous minez du Monero à votre insu. Deuxième technique, c'est infecter directement un ou plusieurs ordinateurs cibles. Alors, en février 2018, le site de Hacker News annonçait que plus de 4000 sites auraient été infectés. Les victimes se trouvent dans le monde entier et sont notamment des usagers d'un certain nombre de sites officiels, comme la National Health Service, donc NHS, qui est le système de santé britannique, l'Information Commissioner's Office, donc c'est l'équivalent britannique de la CNIL, le portail d'information judiciaire américain ou encore le site officiel du Premier ministre indien. Donc vous voyez que tous les sites sont concernés. Plus bien évidemment, je ne le précise pas, mais des sites de sociétés aussi ont été piratés. Donc comment prévenir ces délits, ces crimes et délits? Donc, concernant les escroqueries, le communiqué dont je vous ai parlé juste avant rappelle que normalement, pour faire la promotion et du démarchage, il faut des agréments de l'AMF. Pour l'instant, en ce qui concerne les prestataires de services sur actifs numériques, on attend encore un décret d'application pour avoir ce règlement. Mais néanmoins, il y a le rôle des institutions. L'AMF a multiplié les actions pour obtenir le blocage en France de l'accès à des sites illégaux d'investissement. Sur 2018 et au premier semestre 2019, l'AMF a ainsi obtenu le blocage de l'accès à 50 adresses Internet portant leur nombre à 178 depuis 2014. Alors là, faites attention, là, c'est toutes les escroqueries qui sont liées pas simplement au Bitcoin, mais aussi au Forex, aux ventes de diamants, etc. Pareil, l'AMF aussi a lancé une campagne vidéo pour informer effectivement les épargnants de ces difficultés. Enfin, il va y avoir un nouveau site, c'est l'AMF Protect Épargne. C'est une forme d'application mobile et Internet qui sera ouverte très prochainement. Grâce à ce service, les épargnants pourront être alertés en temps réel sur les dernières mises en garde via des notifications ou alertes mail. Ils pourront rechercher facilement un site non autorisé dans les listes noires et estimer le niveau d'arnaque potentiel d'une proposition d'investissement en répondant à quelques questions simples. Donc là, dans la prévention, c'est le rôle renforcé des épargnants. Parce que ce n'est pas simplement les institutions qui doivent faire attention, c'est aussi les individus eux-mêmes et les épargnants eux-mêmes. Donc, ils ont un rôle renforcé. Premièrement, l'acheteur doit en premier lieu vérifier et ne pas faire confiance, et ce, afin d'identifier des usurpations d'adresses et de dénominations sociales. Souvent, dans les personnes qui se sont fait arnaquer, on leur a présenté une société qui, en réalité, c'était une usurpation de la société, du nom de la société, de son adresse, de son numéro d'agrément si on avait un, mais ce n'était pas du tout la vraie société qui agissait. Par ailleurs, l'épargnant doit se méfier des rendements trop alléchants et des influenceurs sur les réseaux sociaux, parce que souvent, les arnaques se font aussi beaucoup par le biais des influenceurs. Dans certaines arnaques, on a vu que les influenceurs, ça représentait 53 millions de vues sur YouTube, par exemple. Donc, ça peut vous dire le nombre potentiel de victimes. Donc, par ailleurs aussi, c'est très important de porter plainte.
porter plainte, effectivement. Pourquoi? Premièrement, et quand vous portez plainte, vous venez avec toute la documentation nécessaire pour permettre aux forces de l'ordre d'agir. Si vous ne portez pas plainte, effectivement, les forces de l'ordre ne pourront pas agir. Enfin, vous avez un numéro pour signaler, effectivement, si vous êtes victime d'une escroquerie de ce type, c'est le 01 53 45 62 00, qui est un site d'épargne info service lié à l'AMF. Enfin, par rapport aux crypto-monnaies, au darknet, les solutions. Donc, dès le début, les forces de l'ordre ont une attitude pragmatique concernant Bitcoin. Pour comprendre le fonctionnement de cette crypto-monnaie, elles se sont très vite formées à son utilisation afin de mieux pouvoir la repérer, l'utiliser, la saisir le cas échéant et arrêter les trafiquants. À ce titre, l'affaire Silk Road a été un véritable terrain d'apprentissage et d'expérimentation. Interrogée en 2019, Kathy Haun, qui a été un des procureurs américains ayant supervisé les enquêtes de Silk Road, a déclaré que les enquêteurs aiment quand les criminels utilisent des crypto-monnaies. Donc je vais le répéter, elle a déclaré que les enquêteurs aiment quand les criminels utilisent des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils laissaient des petits cailloux que l'on peut suivre à la trace. Puis, elle a expliqué que grâce aux recherches sur la blockchain Bitcoin, un agent de la Drug Enforcement Administration et un agent des services secrets américains ont été arrêtés par le Bureau fédéral d'investigation car ils avaient été identifiés comme ayant détourné des bitcoins de Silk Road. En gros, qu'est-ce qui s'était passé? C'était très simple. Ross Ulrich, qui était le créateur de Silk Road, était sans arrêt, essayait de se cacher sans arrêt et était lui-même sans arrêt victime de cyberattaques où les gens le faisaient chanter. Et il y a un agent du FBI qui s'est fait passer pour un criminel qui est rentré en contact avec lui pendant 2 ans. Et cet agent, on s'est aperçu que finalement, c'est lui qui a fait chanter en prenant une autre identité en grande partie Ross Ulrich. Et par ailleurs, Ross Ulrich avait un autre contact qui lui vendait des informations sur ce que le FBI savait sur lui. Et le FBI s'est aussi aperçu que c'était ce même agent, qui était un agent double finalement, qui vendait aussi les informations à Ross Ulrich. Donc grâce à la blockchain Bitcoin, ils se sont aperçus de tous ces transferts de fonds. Par ailleurs, Ross Ulrich, à un moment, il a voulu faire tuer un administrateur, la personne qui était administrateur avec lui de son site, parce qu'il pensait qu'il lui avait volé 21 000 bitcoins. Le FBI a cherché si c'était le premier agent qui avait pris les 21 000 bitcoins. Mais non, il n'a pas trouvé de trace par rapport à ça. Ils ont donc fait une recherche sur la blockchain Bitcoin qui a remonté à la plateforme Mt. Gox. Mais comme Mt. Gox, à l'époque, ils étaient en pleine déconfiture, ils n'avaient plus d'informations. Donc, qu'a fait le FBI? Ils ont de nouveau recherché dans la blockchain Bitcoin. Et là, ils se sont aperçus qu'effectivement, ce n'était pas le même agent, c'était un autre agent du FBI qui, lui, était un spécialiste de Tor. Donc, c'était un spécialiste de la cybercriminalité et qui avait effectivement détourné cet argent-là. Ce qu'il est intéressant de voir dans ce cas-là, c'est que dans notre cas, ces agents ont essayé d'effacer leurs traces. C'est-à-dire qu'ils ont contacté les différentes plateformes et même les banques en faisant acte de leur qualité d'agent pour dire voilà, on est sur une mission, merci d'effacer les traces. Sauf que dans la blockchain Bitcoin, on ne peut pas effacer les traces. Et c'est grâce à ça, effectivement, que le FBI a pu les identifier. Donc, juste une dernière chose, là, le 16 octobre, les autorités américaines et coréennes ont déclaré avoir démantelé l'un des plus grands marchés mondiaux de pornographie enfantine, grâce notamment aux crypto-monnaies. Donc là encore, c'est une analyse des crypto-monnaies avec une société liée aux crypto-monnaies qui est Chain Analysis, qui a retracé effectivement les mouvements des adresses Bitcoin. Voilà. Ensuite, pour finir, le piratage, donc des mesures de sécurisation sur les conditions de détention et de garde des crypto-monnaies, donc, doivent être prises par les sociétés du système, c'est-à-dire d'avoir un portefeuille à froid, de faire des audits du code pour détecter les failles de sécurité, prendre des mesures afin de sensibiliser le personnel et leurs clients aux risques liés à la cybersécurité, faire appel à des négociateurs spécialisés. Ensuite, je passe rapidement au cryptojacking. Là, le cryptojacking, c'est l'affaire de tous.
pour la prévention. Pourquoi? C'est aussi bien particulier, entreprise qu'institution. On a vu que tous les sites étaient ciblés. Donc, c'est garder à jour ces systèmes, garder tous ces systèmes à jour, surveiller le réseau du trafic et les activités anormales de son ordinateur, utiliser un antivirus et d'autres logiciels protégeant votre ordinateur et former les utilisateurs d'Internet sur ces questions. Il y a un rôle aussi des victimes. Faire appel à des entreprises spécialisées pour détecter les logiciels de minage et détruire les scripts, de nouveau porter plainte. Et il y a un rôle des acteurs numériques, parce que les acteurs numériques aussi ont réagi. C'est-à-dire qu'en 2018, Google, puis Apple et un certain nombre d'autres acteurs du numérique ont bloqué des extensions liées au minage de crypto-monnaies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le minage lui-même de crypto-monnaies n'était pas illégal en soi. Et c'est ce qu'a reconnu Europol dans un de ses rapports. Ce qui était par contre gênant, c'est qu'on aurait pu faire un minage de crypto-monnaies si on avertissait les gens quand ils se connectent. Attention, au lieu de vous mettre des annonces, on vous fait miner des crypto-monnaies. Mais là, Google avait déclaré que sur l'ensemble des sites qu'il avait vus, il y avait 90% qui n'avertissaient pas les personnes qui faisaient du cryptage de crypto-monnaie, du crypto-jacking, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'effectivement, Google a décidé de supprimer ces extensions. Ah, je voulais juste dire, par rapport au crypto-jacking, c'est qu'il y a un expert de la société Bitdefender qui est intervenu au FIX, c'est le Forum international sur la cybersécurité qui s'est passé en janvier 2019, qui a déclaré qu'à l'heure actuelle, il considérait que ce crypto-minage allait remplacer le ransomware. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour les cyberpirates, puisqu'ils ont calculé que par jour, un mineur pouvait gagner 0,25, l'équivalent de 25 $ par ordinateur. Donc, si sur un jour, il pouvait gagner 500 $ s'il avait infecté 2000 ordinateurs. Et qu'en plus, c'était beaucoup plus discret. Et que c'est pour ça que souvent, on explique qu'il y a une baisse du ransomware parce qu'il y a une augmentation de crypto-jacking qui est plus anonyme, qu'on voit moins. Et enfin, il a considéré que dans quelques années, le crypto-jacking sera 100 fois plus important que le ransomware. Enfin, pour terminer, je dirais que prévenir en étant attentif à la communauté des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers lanceurs d'alerte. Donc je dirais que les meilleurs spécialistes des crypto-monnaies sont les membres de la communauté des crypto-monnaies eux-mêmes. Donc face aux escroqueries, ils sont mieux armés que le grand public pour éviter les dangers. De nombreuses informations sont issues de la communauté. On les retrouve sur les sites suivants, bitcoin.fr. Bon, je mets parce que j'écris, mais pas simplement, parce que je trouve que c'est un site, effectivement, où vous avez beaucoup d'informations intéressantes. Le journal du coin, cryptofr.com, Cryptonautes, et il y en a beaucoup d'autres. Et dans les autres pays, c'est pareil. Il y en a beaucoup en Italie ou dans d'autres pays. Enfin, il y a des associations du secteur. Donc pour la France, donc il y a le Cercle du Coin, la chaîne Tech A7 qui est spécialisée plus sur Ethereum. Et je vais vous donner un dernier exemple de la notion de lanceur d'alerte de la communauté des crypto-monnaies. C'est qu'en ce qui concerne le rôle de WannaCry. Donc WannaCry, j'en ai pas reparlé, mais on vous l'a indiqué, c'est le fameux ransomware. 3 adresses Bitcoin avaient été identifiées. Là, on est sur un site, c'est le site oxt.me, qui est un site qui est fait par un Français, qui est libre, qui est librement accessible, que vous pouvez y aller. Et c'est pas un moteur de recherche, c'est un explorer de la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire qu'il va analyser un certain nombre de transactions à partir d'adresses identifiées. Donc là, pour WannaCry, qu'est-ce qu'on voit? La première fois qu'il a été vu, c'est le 31 mars 2017. Et la dernière fois où on a vu une transaction, ici, c'est marqué le 17 octobre 2019. Combien de transactions sont rentrées sur l'adresse de WannaCry? On a eu 406. Combien en sont sortis? C'est-à-dire que les cybercriminels ont voulu récupérer leur argent. Il y en a eu 9. Le montant global de Bitcoin reçu, c'est 59 Bitcoin. Le montant total qui a été pris par les cybercriminels, c'est 56, et il en restait 2. Donc là, vous voyez la courbe. Et là, vous avez toutes les informations. Donc là, vous voyez que ce n'est pas à 0.
Ça veut dire que régulièrement, lié au ransomware WannaCry, il y a toujours des gens qui sont victimes et qui renvoient de l'argent à ces adresses. Là, enfin, ce que vous voyez, vous avez le sommaire, l'activité, le volume, les adresses, etc. Vous pouvez faire les recherches. Vous voyez clairement le pic quand effectivement il y a eu cette crise de WannaCry et que les gens ils ont voulu effectivement, ils ont dû payer des bitcoins. Et ensuite ici, vous voyez quand est-ce que les cyberattaquants ont récupéré leurs fonds. C'est très simple. Vous voyez qu'il y a un délai. Pendant toute une période, ils n'ont pas touché à cet argent. Et pendant toute cette période, vous aviez tous les gens de la communauté Bitcoin qui regardaient sur la blockchain Bitcoin quand est-ce que les cyberattaquants allaient toucher cet argent. Les cyberattaquants ont décidé de prendre cet argent à partir du moment où le prix du Bitcoin a augmenté de manière très très forte. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de récupérer leur mise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés sur une plateforme de change qui était automatisée, alors que, voilà, donc elle n'a pas identifié que c'était eux, alors que les adresses étaient connues. Et par ailleurs, ils ont transformé leur Bitcoin en Monero, qui est effectivement une monnaie beaucoup plus anonyme. Voilà, donc il est important, donc je reprendrai ce qu'a dit l'ancien procureur général, il est important de créer des ponts entre les communautés des crypto-monnaies, les forces de l'ordre et les acteurs institutionnels. Et pour commencer, la formation est l'élément essentiel pour lutter contre l'usage illicite de ces nouveaux actifs. Merci à tous. En tout cas, Michel, je te remercie. C'était d'une clarté extraordinaire. En plus, une remise en perspective, parce qu'il y a eu pas mal de questions. On a utilisé tellement de termes barbares cet après-midi, crypto-monnaie, wallet, blockchain, etc., qu'en réexpliquant clairement c'est quoi un bitcoin, etc., je pense que les gens ont bien compris et maintenant intégré en cette fin de journée. Alors, identifier évidemment tous les faits criminels où on peut utiliser ces monnaies virtuelles, ben, voilà, tu as fait l'exercice. Et alors, comme je l'ai dit, un aspect très important, c'est comment prévenir, c'est comment lutter de manière efficace et efficiente contre ça. Donc, tu l'as bien expliqué au travers des différents exemples. Et alors, remets un peu la conclusion, parce que ça, c'est ma conclusion. Ben, ma conclusion, qu'ai-je dit avant de donner la parole à notre magnifique Michel? Il est important de créer des ponts entre les communautés, évidemment de crypto-monnaies, exact, entre les forces de l'ordre et les acteurs institutionnels. Mais oui, c'est tout à fait exact, c'est tout à fait nécessaire, c'est le but du SafeHack. Donc il faut y aller. La sensibilisation, l'information, aujourd'hui c'était quoi? C'était une journée, une après-midi de sensibilisation, d'information et de formation pour nos acteurs. Donc la formation est un élément essentiel. C'est pour ça que j'ai demandé qu'au niveau belge, Christophe vienne m'aider et nous expliquer, à nous, analystes criminels opérationnels, d'abord de nous expliquer les mécanismes et puis après de nous former pour que nous puissions travailler, utiliser nos méthodes, nos techniques et nos outils de manière efficace par rapport à ce nouveau phénomène qui existe depuis quelques années, les monnaies virtuelles. Il nous reste 10 minutes, le timing est excellent, magnifique, c'est comme si on l'avait fait exprès. Avez-vous des questions? Donc je répète, pour celles et ceux qui ont des questions, qui pourraient venir après avoir quitté l'amphithéâtre, n'hésitez pas à les envoyer à Émilie, qui elle va les envoyer et je vais les envoyer aux différents intervenants. On vous enverra une réponse. Concernant le rapport de synthèse, je pense qu'il pourrait être public. Bon, là, il faudra quand même attendre un mois. Donc, avez-vous des questions? Merci. Ces crypto-monnaies menacent la souveraineté des États. Les États sont très inquiets, parce qu'ils n'émettent pas ces crypto-monnaies, ne les contrôlent pas. Et certains États, notamment la Chine, préparent la création de crypto-monnaies d'origine étatique. Alors, lorsqu'elles existeront, ces monnaies officielles, en quelque sorte, quel sera leur rôle? Est-ce qu'elles vont concurrencer les crypto-monnaies existantes? Est-ce qu'elles seront plus fiables, à votre avis, ces crypto-monnaies d'origine étatique? Alors, tout d'abord, je tiens à dire qu'en réalité, les États n'ont pas peur des crypto-monnaies. Bitcoin, ils n'avaient pas forcément peur de Bitcoin parce que ça représentait, par rapport à la masse monétaire, un pourcentage très faible. Par contre, effectivement, ils ont peur des crypto-monnaies qui sont stables
et qui représente un tiers de la population mondiale. La Chine, si effectivement elle a déclaré qu'elle veut créer sa propre crypto-monnaie, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Facebook néanmoins est américain, donc elle veut lutter contre Facebook. Et d'autre part, c'est parce qu'en Chine, nous on ne s'en rend pas compte en France, mais ils sont extrêmement numérisés. Et effectivement, il y a déjà un grand nombre de Chinois qui payent uniquement par leur téléphone portable. Et donc, avoir une crypto-monnaie étatique, quelque part, c'est un peu la suite logique. Après, est-ce que ces crypto-monnaies seront plus fiables? La particularité de Bitcoin, c'est que ce n'est pas contrôlé. Alors que là, c'est des crypto-monnaies étatiques. Donc, à partir du moment où c'est l'État, c'est la fiabilité que vous avez en l'État, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que lors des réunions récentes, il y a quelques jours, de G20 et de G7, ils ont pris enfin conscience de la problématique de la souveraineté des États et que donc maintenant, la condition sine qua non, en tout cas ils vont le convenir de la sorte, c'est que pour lancer des crypto-monnaies stables dans le futur, il y aura une instauration d'un cadre juridique. Le professeur Rouben en a parlé beaucoup, le cadre juridique actuel est quasiment inexistant. Tantôt, quelqu'un me posait une question et tout à fait pertinente. Oui, mais est-ce qu'il faut travailler au niveau national ou au niveau européen? Non, il faut travailler au niveau national, ce n'est pas suffisant. La France peut commencer à édicter des règlements par rapport à la crypto-monnaie, ça n'aura aucun sens puisqu'on est dans les échanges transfrontaliers. Donc il faut travailler au niveau européen. Et donc je suis content que la Banque mondiale, le FMI, le G20 et le G7 prennent enfin conscience et que j'espère vont prendre des mesures à ce sujet-là. D'ailleurs, c'était le sens de la phrase de la nouvelle directrice du FMI, donc Kristalina Georgieva, en disant voilà une réflexion qui inclut les problématiques de souveraineté des États, tout en permettant à tout un chacun de pouvoir accéder le plus facilement possible à tous les systèmes de paiement existants, mais avec un cadre juridique. Donc voilà, effectivement, c'est une grosse question actuelle. Voilà. Alors aussi, oui. Donc aussi autre chose, la fiabilité du Bitcoin, il a perdu beaucoup de fiabilité depuis que les marchés financiers s'en sont occupés. Les variations qu'on connaît actuellement sur le Bitcoin, c'est dû aux marchés financiers. Avant le Bitcoin, il y avait que deux choses qui le faisaient monter ou descendre. C'était les sites qui commençaient à l'accepter, donc on augmentait. Et dès qu'un site criminel qui utilisait le Bitcoin était saisi par le FBI, le Bitcoin descendait. Maintenant, c'est les valeurs du marché et c'est le marché qui fait que le Bitcoin n'est plus fiable. Alors, moi, je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Dommage que Roby n'est pas là. Moi, il y a une chose que je n'ai pas trop compris, c'est quand on dit que le Bitcoin est du blanchiment d'argent. Pour moi, ça revient à dire qu'un billet de banque, ça sert à blanchir de l'argent. Donc je voudrais bien préciser que le Bitcoin, ça ne sert pas à blanchir de l'argent en tant que tel, ça sert simplement pour des transactions, qu'elles soient légales ou illégales. Le blanchiment d'argent intervient quand on transfère des Bitcoins en argent fiduciaire. C'est-à-dire que c'est au niveau des maisons de change, qu'elles soient virtuelles ou réelles, c'est là qu'il y a un blanchiment d'argent. Tant que c'est des Bitcoins, il n'y a pas encore eu de blanchiment d'argent. Donc il faut bien être précis là-dessus. Le Bitcoin n'est qu'un moyen de transaction, comme tant d'autres, comme les virements, comme Western Union, c'est simplement transférer de l'argent d'une personne A à une personne B. Le blanchiment d'argent n'intervient que quand on transfère le Bitcoin en argent fiduciaire. Je ne me suis pas trompé, je demande aux intervenants s'ils sont d'accord avec moi. Correct, correct. Alors, est-ce qu'il y a une ultime question? Le jeune homme. À l'occasion de ces différentes présentations, vous avez pu expliquer que les risques de cybercriminalité étaient nombreux et entouraient l'utilisation du Bitcoin. Il a été évoqué tout à l'heure la question de l'informatique quantique et le fait qu'elle ferait tomber toute la cryptologie qui existe autour du Bitcoin. Est-ce qu'à ce titre, les juridictions auxiliaires de justice et les forces de police se préparent à la réouverture possible de toutes les affaires qui embarquent des questions liées au Bitcoin? En 2-3 mots. Bon, alors je ne suis pas policier, mais l'informatique quantique n'est actuellement qu'une théorie. Même si Google vient de dire qu'en quelques secondes, ils avaient réalisé le calcul de 100 000 ans, pour le moment, on n'est même pas sûr qu'ils l'ont fait. C'est une publication qui a été faite par un scientifique travaillant à la NASA, si je ne me trompe pas, et il n'y a pas eu de confirmation derrière. Donc l'informatique quantique va arriver d'ici une dizaine d'années, donc je pense que les forces de l'ordre sont déjà chargées sur les anciennes affaires et les nouvelles affaires pour penser à ouvrir celles qui ont déjà eu des problèmes avant. Mais sûrement qu'avec l'informatique quantique, quand ça arrivera,
ce sera peut-être une possibilité si il n'y a pas de délai de prescription engagé. Non, 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 actuellement, je pense qu'avec les nouvelles technologies et la cybercriminalité, et d'ailleurs je vous invite à notre prochaine conférence au mois de mars, qui portera sur la cybercriminalité, les forces de police sont déjà bien chargées avec ça, et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font, et on a du mal à suivre. Hein, donc on fait beaucoup de recherches, que ce soit les enquêteurs ou au niveau aussi de recherche, c'est beaucoup de travail. Et malheureusement, dès qu'on trouve une solution, il y en a une nouvelle qui apparaît, qui vient contredire les théories qu'on a mis en place. Donc on n'a pas trop le temps de revenir sur les anciennes choses qu'on a laissé passer de côté. Donc effectivement, je confirme ce que Sébastien dit, mais restons réalistes, hein, on n'est pas dans la guerre des étoiles encore. Hein. Non, non, mais on y pense, on y travaille. Dans chaque pays, il y a des unités spécialisées en cybercriminalité qui y travaillent. Mais comme le dit Sébastien, on est confronté tous les jours à des nouvelles technologies, de nouveaux outils. Et ce qui veut dire que nous, acteurs de la sécurité, on se doit de travailler en étroite collaboration avec le monde académique, notamment universités ou hautes écoles, pour justement pouvoir avoir la connaissance de différents mécanismes qui sont mis en œuvre. Ce n'est pas pour rien qu'on invite très régulièrement chez nous des étudiants pour rédiger soit un mémoire ou une thèse de doctorat sur des sujets très très concrets par rapport à cela et qui puissent devenir par la suite, et c'est de win-win pour chacun, hein, pour l'étudiant ou pour les forces de l'ordre, en disant, ben voilà, ils ont rédigé un document qui est très très utile parce qu'il va être intégré dans le travail de tous les jours. Donc cette collaboration monde académique et force de loi, donc law enforcement, est une réalité au sein du CEFAC, puisque regardez, nous avons des magistrats, des policiers, des gendarmes, des douaniers, des comptables, des analystes, et nous travaillons avec l'université de Strasbourg, et nous travaillons avec l'université de Lausanne, et encore avec d'autres. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité absolue pour pouvoir continuer à suivre pas à pas ces évolutions technologiques. Sans eux, nous sommes incapables de le faire, parce que nous sommes totalement focalisés sur notre travail de tous les jours, c'est-à-dire l'enquête, et on doit se former, s'auto-former, à la preuve avec Christophe, hein, dans le cadre de la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que je dis, il faut absolument travailler ensemble, main dans la main, et voilà, et ça donne d'excellents résultats.